à la mémoire de nos patriotes. J'invite donc Madame Sandrine Michon et Monsieur Denis Royal pour venir prononcer les saluts au drapeau. Sandrine Michon fera le salut pour les patriotes, mais nous allons commencer avec Denis Royal pour le salut du Québec. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Alors, le salut, le traditionnel salut au drapeau du Québec. Vous répéterez après moi chaque mot ou chaque phrase que je prononcerai, s'il vous plaît. Alors, drapeau du Québec. Drapeau du Québec. Salut. Salut. À toi, mon respect. À toi, mon respect. Ma fidélité. Ma fidélité. Mon amour. Mon amour. Vive le Québec. Vive le Québec. Vive son drapeau. Vive son drapeau. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Ça va être maintenant au tour pour le drapeau des patriotes. Donc, la même chose, on va vous demander de répéter, s'il vous plaît, après chaque phrase. Salut au drapeau des patriotes. Salut au drapeau des patriotes. Drapeau tricolore des patriotes. Drapeau tricolore des patriotes. Salut. Salut. À toi, mon respect. À toi, mon respect. À toi, ma fidélité. À toi, ma fidélité. Mon amour. Mon amour. Vive les patriotes de Papineau. Vive les patriotes de Papineau. Vive la mémoire des femmes et des hommes de 1837 et de 1838. Vive la mémoire des femmes et des hommes de 1837 et 1838. Vive la République du Québec. Vive la République du Québec. Merci. Merci beaucoup à Madame Michon et Monsieur Royal. Nous allons maintenant souligner la présence de personnalités, mais nous vous demandons de retenir vos applaudissements pour la fin. La fin, pas F-I-N. Alors, le chef du Parti québécois et député Camille Lorrain, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. On retient les applaudissements. Ah, c'est pas facile, hein? Vous avez pas retenu celle-là. Le député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé. Ah, ça applaudit quand même. Non, mais vous allez donner une très, très grosse claque après. Mais c'est vrai que c'est difficile de se retenir. Le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Joël Arsenault. Bon. La présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mme Marie-Anne Allepin. Marie-Anne, est-ce que tu peux te lever, surtout que tu es en rose? Le récipiendaire du premier prix Louis Cyr et ancien joueur de hockey professionnel, M. Robert Sirois. Robert. Ah, il est là sur ma droite. Le président de la Fondation Équipe Québec, M. Stéphane Allinger. Bonsoir. Le directeur de la revue L'Action nationale, M. Robert Laplante. Le chercheur et auteur de livres sur le déclin du français, M. Frédéric Lacroix. Le député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île, M. Mario Beaulieu. La députée du Bloc québécois de Repentigny, Mme Monique Posé. L'ancienne députée de Gaspé, porte-parole du Parti québécois, Mme Mégane Perry-Mélançon. Les candidats et candidates du Parti québécois à la dernière élection, Mme Aïcha Van Dun. Bonsoir. Sandrine Michon, qu'on vient de voir. Et Messieurs Jocelyn Desjardins, Stéphane Anfield. Bonsoir. Et Stéphane Fauguin. L'ancienne députée du Parti québécois de Mirabel, Mme Denise Beaudoin. L'ancien député du Parti québécois de Deux-Montagnes, M. Daniel Goyer.
L'ancien candidat du Bloc québécois et du Parti québécois, M. William Fayad. De M. Michel Kieffer, représentant de Marie-Hélène Gaudreault, députée de Laurentides-Labelle et présidente du caucus du Bloc québécois. De M. Daniel Lavallée, qui représente M. Luc Desilets, député du Bloc québécois de Rivière-des-Mille-Îles. De M. Rémi Leboeuf, représentant de M. Gabriel Sainte-Marielle, député du Bloc québécois de Joliette. Rémi, je l'ai pas vu. Vous l'avez vu? Ah, OK. C'est juste que je vais le noter. Vous avez enlevé son assiette de bœuf, s'il vous plaît. De Mme Isabelle Dion et Martin Lamontagne, présidente et vice-président de la Commission de citoyenneté du Bloc québécois. Ah, merci. De la présidente de la section Jean-Olivier Chénier de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mme Lucie Gervais. Bonsoir. De l'ancien chef autochtone et récipiendaire du premier prix Gilles Réaume, M. Jean Jolicoeur. Et des membres du Conseil du Rassemblement pour un pays souverain. Bon, s'il y avait des personnalités dont nous aurions oublié le nom, veuillez me le pardonner, je commence à vieillir. Non, mais nous le faire savoir. Est-ce que vous pensez qu'on a oublié quelqu'un? Qui? Victor Charbonneau. Victor Charbonneau. Ah ben oui, Victor. On rappelle que Victor a son kiosque à côté de la bouffe et vous pouvez vous procurer tout ce que vous voulez. Je cède maintenant la parole à Monsieur Benoît. Ah oui, c'est le maintenant de l'applaudissement. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous et toutes d'être là ce soir et je cède maintenant la parole à Monsieur Benoît Roy, président du Rassemblement pour un pays souverain, à vous dire quelques mots. Benoît. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement Madame Sylvie Legault pour le travail admirable qu'elle fait comme animatrice. Madame. Voilà. Merci, c'est fait. Il y aura un bonus, on s'en parlera tantôt. Chers amis, distingués invités, je suis très heureux que vous soyez là ce soir. Vous êtes trop nombreux à être cités, alors vous êtes tous salués. On reprend le cours des choses. Hein. La COVID nous avait arrêté un petit peu, mais là, ça reprend. Nous étions présents au mois de mai dernier. Nous avons remis le prix Louis-Joseph Papineau en présence de M. Joël Arsenault, justement, dans cette salle-ci. Et ce soir, c'est la 19e édition du souper du 15 février. Les années passent, ça va vite, 19 ans déjà. La passion est toujours là. Les gens sont au rendez-vous. Les gens sont heureux de se rencontrer. Les gens sont heureux aussi de saluer la mémoire des patriotes de 1837-38. Ces gens-là ont souffert énormément. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont eu des pertes énormes de vie humaine. Il y a eu des pertes de vie tout court. Il y a eu des gens qui ont été déportés, pendus. Alors, ce devoir de mémoire que nous exerçons régulièrement, il est essentiel pour qu'on n'oublie jamais ce que les patriotes ont fait. Mais ce soir aussi, non seulement on fait cet exercice de devoir de mémoire, mais nous sommes aussi ici pour dire merci à des gens qui ne reculent pas. Des gens qui savent se tenir debout. Et ça, en 2023, c'est rare. Alors, je veux saluer de la plus belle façon les gens qui reçoivent des prix, M. Aldinger, M. Lacroix, et bien sûr, bien entendu, les 3 députés du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé et Joël Arsenault. Vous devez certainement vous demander, c'est quoi ce drapeau-là?
J'ai entendu quelque chose? Madame Massé? C'est ça, c'est ça. Nous avons arboré ce soir le drapeau écossais pour la deuxième fois. La première fois, c'était au Dîner des Patriotes à Saint-Ours. Pour une raison bien simple, c'est qu'à Inverness, ils font des marches. Ils marchent, ces gens-là. Ils sont des centaines de milliers de personnes à marcher pour leur indépendance. Et à notre grande surprise, ils ont arboré le drapeau du Québec, le fleur de l'Élysée. Alors, c'était plus que naturel et c'était normal que nous-mêmes, en solidarité avec leur cause, nous affichions le drapeau de l'Écosse. Mesdames et messieurs, je ne m'éternaliserai pas ici ce soir, mais je tiens à vous dire merci de votre présence et je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Alors, c'est maintenant le temps du repas. Et tu défends ton cri, vision de ta vie. Alors, le Rassemblement pour un pays souverain a pris la décision en 2009 de créer les grandes palmes d'or patriotiques. Elles sont remises à certaines personnalités québécoises pour souligner le caractère exceptionnel de la profondeur de leur engagement envers le Québec et la cause souverainiste. Les grandes palmes d'or patriotiques sont des médaillons portés en boutonnière dont la conception graphique représente l'église de Saint-Eustache, entourée de palmes de laurier. En dessous sont gravés les mots « Unum Québec Patria Nostra Est », pour ceux qui ont fait leur latin. Pour les autres, « Québec, notre seule patrie », la devise du Rassemblement pour un pays souverain. Cette distinction a déjà été attribuée à Madame Jeanne d'Arc-Léger et messieurs Régis Chartrand, Yves Michaud, Marc-André Bédard, Jean Garon, Marc-Aimé Guérin, Gilles Vigneault, Alexandre Béliard et à titre posthume au soldat Léo Major. Pour souligner le caractère exceptionnel du geste posé par les députés du Parti québécois de ne pas prêter serment au roi Charles III, de ne prêter serment qu'au peuple québécois et d'avoir forcé un changement historique d'une tradition parlementaire d'inspiration coloniale britannique vers un début de républicanisme, le Rassemblement pour un pays souverain a pris la décision de leur décerner les grandes palmes d'or patriotiques. J'inviterai maintenant Monsieur Benoît Roy à présenter à Joël Arsenault, Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup. Et là, on peut les applaudir. Alors,
Et devant le lutrin, oui, à droite. Bonsoir. J'ai préparé quelques mots. Ensuite, Pascal et Joël également prendront la parole pour tenter d'expliquer, puis de voir surtout vers l'avenir, tenter d'expliquer ce moment-là qu'on a vécu, sa signification, l'émotion que ça suscite chez les Québécoises et les Québécois. Essentiellement, ce que j'ai pour vous ce soir, c'est un message d'espoir. C'est important pour moi de partager avec vous dans un format qui est beaucoup plus humain qu'un discours électoral. Là, on n'est pas là-dedans du tout. J'ai le goût de partager avec vous sur le plan humain ce qu'on a vécu, parce que je pense que c'est important pour l'avènement de l'indépendance du Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Il y a beaucoup de parallèles avec l'essence de la pensée patriote. La dernière fois que je me suis exprimé ici devant vous, j'ai nommé la fameuse expression, la fameuse devise québécoise « Fais ce que doit, advienne que pourra ». À un moment où vous vous en souvenez, c'était pas facile pour le Parti québécois. Le narratif médiatique était toujours péjoratif lorsqu'on parlait du parti comme lorsqu'on parlait de l'indépendance. Et c'est un peu cette maxime-là qui a guidé notre action dans la question du serment au roi. Il y a plusieurs étapes qu'on a vécues, puis je veux rappeler à votre mémoire ce qui s'est passé dans le détail pour qu'on comprenne par quel mécanisme on tente de décourager les Québécoises et les Québécois lorsqu'ils ont des demandes légitimes, absolument évidentes et absolument soutenues par environ, cette fois-là, 80% des Québécois. On tente quand même de nous faire croire que c'est illégitime, superflu, absurde. Je pense entre autres à cet éditorial dans un journal que je ne nommerai pas, qui s'intitulait « Aller travailler les péquistes ». Pendant des semaines, on a dû entendre à la radio des chroniques, lire des chroniques, toutes sortes de textes qui disaient que vraiment on n'avait rien à faire au Parti québécois, que vraiment on était inutile parce que pendant que les autres partis politiques travaillaient, nous, on était là et on faisait des choses absolument absurdes. Il y avait dans ces propos-là souvent un mépris qu'on ressent parce qu'on est des êtres humains. Et il est arrivé un moment où, formellement, plusieurs personnes nous conseillaient de laisser tomber. Notamment, je veux vous rappeler qu'on était un bloc de 2 partis à ne pas vouloir siéger. Et tout d'un coup, sans avertissement, l'autre parti, qui s'appelle indépendantiste, là, en principe, nous a laissé tomber en disant, finalement, nous, on rentre en chambre. Et là, c'était tout le narratif de « ça prend des gens en chambre qui travaillent ». Donc, ils étaient 122 en chambre à travailler pour vraiment trouver une solution. Et comme le si bien dit Pascal Bérubé en réplique, peut-être que vous êtes 122 assis en chambre, mais nous, on est 3 puis on est debout. Je vous parle de ça parce que il y avait un calcul politique rationnel de dire on est allé le plus loin qu'on pouvait. Là, il est temps de laisser tomber puis de rentrer en chambre comme tout le monde. De toute façon, puis on me le dit tellement souvent, tous tes prédécesseurs ont fait la même chose, fait qu'il y a personne qui va t'en vouloir. Et c'est là qu'il faut revenir à fait ce que doit, advienne que pourra. Le sens de notre engagement politique n'a rien à voir avec les résultats électoraux puis les sondages. Le sens de notre engagement politique, c'est d'obtenir justice. Et la justice, lorsqu'on regarde l'évolution de plusieurs générations de Canadiens français, de patriotes, de Québécoises et de Québécois,
lorsqu'on regarde le sort qui est réservé à ceux qui veulent porter la vérité et qui incarnent l'espoir et la justice à travers ce projet qui est l'indépendance du Québec, bien, de manière constante, on leur a réservé ce discours méprisant, cette espèce de manière de décourager ce qui est pourtant évident aux yeux du peuple. Et c'est important pour moi de le dire parce que je crois qu'on vient de vivre une métaphore à petite échelle de ce qui nous attend tous ensemble. Et regardez dans d'autres dossiers, comme justement la langue française, l'action de Pascal, avant que je devienne chef, quand je suis devenu chef, ça aussi c'était superflu de parler de français. Il y avait d'autres choses plus importantes. Là, plus récemment, c'est plus sur la question des frontières du chemin Roxham. Même discours, comme quoi le Parti québécois ne s'occupe pas des choses importantes. Il y a toujours cette manière, même lorsqu'on a l'appui d'une vaste majorité de Québécois, cette manière dans l'espace public de dénigrer notre action. Et c'est ce qui va nous arriver avec notre rendez-vous à notre rendez-vous avec l'histoire, parce que je pense qu'il s'en vient. C'est ce qui est arrivé à René Lévesque à la fondation du parti, et c'est ce qui est arrivé à peu près tous les chefs du Parti québécois et à tous les députés qui portent avec fierté, avec courage, cette cause-là. Donc, je vous en parle parce que devant nous, il y a quelque chose qui s'est passé qui est indélébile et qui est très, très beau, très, très lumineux. C'est de l'espoir pour notre cause. Désormais, quand on rentre dans un restaurant, que ce soit aux îles, à Matane, à Montréal, à Québec, les gens viennent nous voir. Puis ils ne sont pas péquistes dans le sens qu'ils n'ont pas de carte de membre, ils ne sont pas politisés, mais ils viennent dire « Merci, vous vous êtes tenus debout. » Puis, on reviendra pas en arrière, il y a quelque chose d'indélébile parce que ce qui semblait être une montagne insurmontable, finalement n'aura pris que 12 minutes. 12 minutes en chambre, un claquement de doigts. Donc, il y a vraiment là quelque chose à retenir sur le fait que c'est peut-être plus simple qu'on le pense, faire l'indépendance du Québec. Le défi est peut-être moins grand que ce qu'on tente de nous faire croire. Il faut se le dire parce que ce seront les mêmes techniques qui nous attendent, les mêmes techniques de dénigrement ou de peur, tout ça, ça s'en vient, là. Mais on vient de se démontrer entre nous autres et aux yeux, au su et vu de toute la population québécoise, qu'avec juste un peu de courage et de persévérance, en fait, ça va très vite. Et c'est drôle parce qu'une fois que c'est fait, là, tout le monde dit, c'était évident. C'est sûr, hein? Vous chercherez en 2026 le ou la députée qui va insister pour prêter serment au roi d'Angleterre. Vous ne trouverez jamais cette personne-là de la même manière que lorsque l'indépendance du Québec sera faite, tout le monde va dire que c'était évident que ça devait être fait, puis personne ne va demander à nouveau à ce qu'on soit dans le Canada à quémander pour des choses qui sont fondamentales. Donc, je termine en disant que devant nous, il y a des moments encore très intéressants. Donc, c'était qu'un épisode dans une succession d'aventures. C'est un chapitre. Un chapitre d'un livre qui a commencé à être écrit avec les Patriotes. C'est plusieurs générations de gens qui écrivent ce livre-là. Ce n'est qu'un chapitre. Devant nous, je vous annonce en primeur que je pars pour l'Europe dans quelques jours, pour aller rencontrer les Britanniques, les Écossais, les Français, les Belges, et leur parler de ce qu'on vient de faire par rapport à la monarchie britannique et au colonialisme, mais surtout ce qu'on a l'intention de faire, c'est-à-dire donner aux Québécois un pays. Donc, on entreprend des démarches de construction de la séquence référendaire. On est dans cette logique-là. Devant nous, il y a cette promotion de notre idée, cette défense de la vérité. Je veux glisser un mot sur la notion de vérité. Que ce soit Pauline Marois, Jacques Parizeau, René Lévesque, il y a toujours eu une part de diffamation, de propos mensongers sur la nature de notre mouvement,
La doctrine que j'entends appliquer, puis je pense qu'on est les trois là-dedans, c'est de rectifier les faits et toujours s'assurer que la vérité soit dite. Parce que si, à une époque où les médias sociaux permettent beaucoup de propagande et de désinformation, si on ne rectifie pas les faits avec vigueur, bien, il y a aussi cette espèce de mise à l'écart de notre mouvement de manière très injuste. Donc, dans ce qui nous attend, il y a la promotion de notre idée, mais il y a aussi rectifier les faits, donner leur juste aux Québécoises et aux Québécois, et à la longue, les gens vont nous reconnaître que justement, on est fiable, on donne leur juste. Et on donne leur juste dans plusieurs sujets où le gouvernement actuel ne dit pas la vérité, induit en erreur les Québécoises et les Québécois. C'est le cas en santé récemment. On a eu seulement 1 milliard sur 6 dans ce qui nous appartient, là, c'est votre argent. Puis on part de le fédéralisme des gros gains au fédéralisme de c'est mieux que rien. Et en chambre après, bien, François Legault surpasse Jean Charest en nous disant vous n'avez pas l'argent, financièrement, c'est absolument pas viable. Amenez-nous votre budget de l'an 1, puis on va le démolir. On va vous démontrer à tout le monde que le Québec indépendant n'est pas viable. Ça a eu lieu aujourd'hui. Dans ce devoir de vérité que nous avons, nous devrons contredire cette désinformation-là. De la même manière que lorsqu'on nous fait croire que là, il y a un nouveau comité sur le français et que là, à la CAQ, on réfléchit fort sur comment on va freiner le déclin du français, je regrette, mais c'est induire les gens en erreur parce qu'il y a des gens qui réfléchissent pour vrai à ces questions-là. Les experts, il y en a ici ce soir qui étaient experts justement à l'Assemblée nationale, sont venus témoigner des solutions et il n'y a juste pas de volonté politique. Puis la même chose sur Roxham. Je veux dire, c'est une chose de dire « je veux que Justin Trudeau envoie un tweet ». Mais si toute une doctrine politique d'un gouvernement, tout le pouvoir d'influence que tu as sur l'autre gouvernement qui est trop à Ottawa, est réduit à demander un tweet qui n'arrivera jamais, mais c'est là qu'il y a des gens comme nous trois qui ont un devoir de vérité, devoir de dire les choses comme elles le sont aux Québécoises et aux Québécois. Nous n'avons pas d'avenir dans ce régime canadien. Donc, on va arrêter de quémander. Si ce régime-là nous condamne à un déclin linguistique, culturel, économique, environnemental, à tellement d'égards, si ce régime-là nous conduit à un déclin, ben on est capable de dire la vérité, d'éclairer, comme disait René Lévesque, d'éclairer le peuple quant à son meilleur intérêt en disant « accompagnez-nous, on va le faire ensemble », mais c'est une nécessité, c'est pas une option, c'est une nécessité. Et ce sont donc les défis dans lesquels on vous demande de nous accompagner. On a réussi cette étape-là, mais c'est une étape parmi tant d'autres. Et ce sera souvent ce dilemme-là entre consentir à une forme de mensonge ou à une forme de volonté de détourner l'attention, de ne pas dire les choses comme elles le sont, ou se tenir debout, accepter qu'il y a beaucoup d'adversité, et passer à travers cette adversité-là pour atteindre l'objectif. Je pense qu'on en est capable et je pense que l'histoire nous attend. Oui, bravo. Bravo, Paul. Bonsoir tout le monde. Donner un sens à notre mandat populaire. Donner un sens à notre engagement politique. Donner un sens à nos vies. Un serment dans une vie, c'est quelque chose d'important. Toutes les personnes qui ont eu à prêter serment pour une profession, pour une fonction, le savent. Tous les engagements sont un peu une forme de promesse qu'on doit honorer, qui guide notre action, qui guide de façon cardinale nos vies. Amorcer un débat, un mandat dans la vérité, c'est libérateur. Et on sentait qu'on était porté par des générations de Québécois et Québécoises qui disaient tous « c'est un régime insensé ». Comment les élus du peuple québécois peuvent prêter serment à une royauté étrangère qui nous a conquis et, comble de l'humiliation, ce régime archaïque et colonial continue de régner sur le Canada et sur le Québec. Ça fera bientôt 16 ans que je suis député à l'Assemblée nationale. J'ai dû prêter serment beaucoup trop souvent.
Dès la première fois, j'ai manifesté plus que mon inconfort. J'avais déjà un drapeau patriote sur moi en 2007 lors de la première élection. C'était jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Et là arrive, un peu de nulle part, un nouveau chef au Parti québécois qui arrive peut-être de nulle part, mais il savait où il s'en allait. Et fort de son impulsion, de son volontarisme, de sa vérité de dire vrai, vous l'avez vu pendant la campagne électorale, ça se poursuit. On arrête ça, ces folies-là. Et ça se termine cette année. Et à chaque fois qu'on nous disait, oui, mais entrez, puis faites-le, puis plus tard on le changera. Non, on vous fait pas confiance, on a bien fait. Et on s'est tenu debout. Et puis vous nous avez vus marcher vers le Salon Bleu où légitimement on nous attendait, portés par les concitoyens de l'Est de Montréal, de l'Est du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie, c'est selon, et des Fiers-Madelino. Et on nous a dit, non, vous ne pouvez pas rentrer, ça prend le serment. Très bien. On reviendra, mais on ne prêtera pas plus serment. Et on l'a fait. Et si vous saviez l'émotion qu'on a eue, l'émotion que j'ai eue de voir l'homme à côté de moi qui a commencé au début, je m'en souviens, c'est une longue histoire qu'on vous racontera, mais au début où personne ne l'accueillait, il voulait être candidat, puis il apparaissait nulle part sur le radar. Moi, j'ai dit, j'ai confiance. Alors quand vous me disiez, pourquoi tu ne restes pas, vous l'avez la réponse, parce que lui s'en venait. Et quand j'ai vu l'homme à ma droite, un fier descendant du grand peuple acadien, porter le drapeau acadien à sa boutonnière. Et quand on connaît moindrement, il l'expliquera mieux que moi, quand on connaît moindrement l'histoire du peuple acadien et leur rapport avec le serment au roi, j'étais extrêmement ému pour les millions de Québécois d'ascendance acadienne. Certains plus connus que d'autres, c'est le cas de Bernard Landry, de la Naudière, mais combien d'autres qui sont d'ascendance acadienne, et je suis convaincu qu'ils sont nombreux dans cette salle. Alors, au nom des Acadiens, Joël Arsenault était là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Cette même volonté, cette même détermination va nous animer tout au long de ce mandat. Le gouvernement annonce qu'il va conduire une consultation sans précédent sur la langue. Je croyais avoir participé dans l'épisode précédent à cela. Même chose pour le ministre responsable à qui j'ai dit, mais M. Jolin Barrette, Simon, ils t'ont pas invité? Non. Il me l'a dit comme ça. L'épisode précédent n'a jamais existé. Vous savez quoi? Des fois, on dit au gouvernement qu'ils sous-traitent du travail à des firmes, que ce soit McKinsey ou d'autres. Je leur propose la chose suivante. On va vous l'écrire, ce plan linguistique, pour vous. Puis on va le rendre public. Appliquez-le. Fiez-vous à des gens qui connaissent ça pour vrai et pour qui c'est au cœur de l'engagement politique. Nous allons écrire ce plan pour la langue, qui va inclure non seulement la langue, mais qui va inclure la culture. Parce que les deux sont liés. Et si la culture, l'amour de la littérature, l'amour de la chanson, du cinéma, du théâtre, que le français circule partout sur les réseaux sociaux, dans les cérémonies, dans les classes, à l'international, que ce soit une grande langue, une langue de prestige, une langue de gagnant, c'est notre souhait. Nous allons l'écrire, cette politique, fiers de l'héritage de notre formation politique en ce sens. Alors, nous le ferons. Et en terminant, souvent, vous êtes nombreux à nous dire, mais comment ça se passe? Vous n'êtes que 3? Comment vous réussissez à faire tout ça? Mais vous savez, moi, je viens d'une très longue tradition nationaliste. Mon grand-père était organisateur au Rassemblement de l'indépendance nationale avec Pierre Bourgault. On est revenu un peu à l'esprit un peu plus irrévérencieux et rebelle des origines de notre formation politique. Bien sûr, il y a un peu moins de sécurité, mais combien plus de liberté. Chers amis, l'honneur que vous nous faites aujourd'hui, et j'aimerais tellement que mes parents soient de ce monde pour voir ça, c'est un immense honneur. Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde. Il avait été convenu que Paul ferait le discours et que Pascal et moi ferions 2 phrases. Pascal s'est emporté, et heureusement pour nous tous, on a eu l'occasion de l'entendre jusque dans les tripes, de s'exprimer sur le combat qu'il mène depuis 16 ans et que j'ai le plaisir de partager avec lui depuis 4 ans. Donc, je ferai un peu plus que 2 phrases, mais je m'étendrai pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je veux réitérer, comme mes collègues l'ont fait, la grande fierté d'avoir porté cette cause-là ou cette bataille-là jusqu'au bout, dans l'espace de quelques semaines, mais qui est issue, en fait, de la bataille des patriotes et même au-delà. Même les Acadiens, dont on parlait tout à l'heure, de 1755, qui ont été déportés, oui, mais qui ont été aussi torturés, qui ont été battus, qui ont été mis à mort parce qu'ils refusaient de prêter serment au roi d'Angleterre. Et je veux juste vous dire très rapidement que pendant cette petite bataille-là, à l'échelle là, de l'histoire avec un grand H, qui est peut-être pas longue, mais ça nous a donné quand même une période d'incertitude et de débat, de discussion, d'hésitation même. Et ce qui nous a porté à chaque fois, c'est d'une part, et je tiens à lui rendre hommage de façon publique et tout à fait sincère, ce qui nous a toujours porté là-dedans, c'est la détermination et cette confiance en la vérité portée par Paul Saint-Pierre Plamondon depuis le début, à vouloir tenir son engagement sincère, sa promesse, et de vouloir porter aussi de façon distinctive le flambeau des gens qui sont passés avant nous et qui viendront après vers l'indépendance nationale. Ce qui nous a aussi porté, c'est le fait que l'on parle avec ces gens, les 600 000 personnes et plus qui ont appuyé notre cause alors qu'il était à peu près acquis que le parti de la CAQ allait prendre le pouvoir. Et pourtant, on avait besoin de la voix des indépendantistes. On avait besoin de garder le Parti québécois bien en vie. Et on a eu l'impression, au lendemain de l'élection, que les vrais gagnants, c'était les indépendantistes, c'était les membres du Parti québécois, c'était les 3 députés qui avaient résisté à la vague péquiste. Et c'est ce qui nous porte depuis la dernière élection, au point où les gens de tous les partis nous rendent hommage. C'est fascinant. C'est fascinant encore. La semaine dernière, je vous dis, j'étais dans une rencontre, on a rendu hommage à Véronique Yvon. C'était le cercle des parlementaires féminins, Mégane et des ex-parlementaires et tout. Et j'ai eu l'occasion de parler à des ex-parlementaires de la CAQ, qui la première chose qu'ils m'ont dite, c'est « Félicitations pour votre élection et surtout d'avoir tenu tête aux institutions puis à ces obligations qu'on a voulu vous imposer, d'avoir refusé de prêter serment. » Donc, cette espèce de geste qu'on a fait qui dépasse en fait toutes les allégeances et qui a finalement marqué, je dirais, l'histoire, mais de façon très humble, je pense que l'histoire reste encore à bâtir, à écrire. Et c'est là où je dois vous dire que la première rencontre, le premier caucus qu'on a eu, notre formation politique décimée mais confiante, avec cette espèce d'effervescence autour de nous, puis les collaborateurs, les quelques collaborateurs autour de la table, la première chose qu'ils ont entendue de la bouche de notre chef, ça a été de dire 2026, c'est la victoire que nous devons fabriquer au jour le jour pour le Parti québécois parce que c'est le seul moyen d'atteindre l'indépendance et notre temps est compté pour arriver à cet objectif-là. Donc, depuis ce temps, depuis la campagne électorale, depuis les résultats, depuis le caucus et au jour le jour, et grâce à vous, et grâce à tous ceux qui nous appuient, l'objectif qui est porté par les députés du Parti québécois, mais surtout par le mouvement du Parti québécois et des indépendantistes, c'est très clair, c'est
de regagner le pouvoir en 2026 pour enfin marcher de façon résolue, sans aucune espèce d'hésitation, vers l'indépendance du Québec. Et je sais que vous serez présents avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va devoir quitter parce que demain matin, on fait l'aller-retour Québec-Montréal. Demain matin, on est en point de presse très tôt. Juste un mot de remerciement. Ce qu'on doit souligner aussi sur la séquence du serment au roi, c'est que le moment le plus marquant, en fait, quand on n'était que 3 et que plusieurs personnes dans le commentariat disaient qu'on devait laisser tomber, ça a été le soutien populaire qui était audible et visible. Ne sous-estimez jamais l'apport de la société civile dans ce qui devient évident. Donc, à tous ceux ici qui avaient posé un geste sur les médias sociaux, organisé une manifestation, posé n'importe quel geste visible de soutien à notre situation qui était fragile, dites-vous que le point de bascule, le fait marquant qui nous a permis de se rendre au bout, ça a été le soutien populaire. Quand on a compris que le 4/5 des Québécois étaient d'accord et que le gouvernement l'a compris, là, toute la dynamique s'est transformée. Donc, merci à tous ceux ici qui avaient posé un geste de soutien. Ça a été bel et bien déterminant. Merci, bonne soirée. Merci à Joël Arsenault, Paul Saint-Pierre Plamondon et Pascal Bérubé. Et comme ils vous l'ont dit, ils vont reprendre la route et j'aimerais qu'ils puissent reprendre la route que vous chantiez avec cœur et beaucoup, beaucoup de joie et de force parce qu'ils en ont besoin. Travaillent fort, les gars. Un joyeux anniversaire à Pascal qui va fêter cette nuit son 48e anniversaire. Vous êtes prêts? 3, 4. Mon cher Pascal, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Pascal, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour le 15 février. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a émis un communiqué. On a aussi été partagé dans quelques médias. Nous demandons qu'il y ait une commémoration nationale pour le 15 février. Comment ça, il n'y en a pas? Oui, il y a la Journée nationale des patriotes, c'est vrai, c'est une cérémonie, mais le 15 février, c'est une des journées les plus traumatisantes de notre histoire du Québec et il n'y a pas de commémoration. Alors ça, il faut vraiment y remédier. Ça prend des militants et des partisans pour rappeler cet événement-là, mais ça doit vraiment être fait par le gouvernement. Ça doit descendre dans les écoles et cette date-là doit être connue de tous et toutes. Alors, M. Roy m'a demandé aujourd'hui de venir vous donner quelques informations concernant une nouvelle section de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Une nouvelle section qui a été créée en Australie. Oui, en Australie. L'année dernière, nous sommes allés en Australie pour commémorer
Monsieur Joseph Marceau, le seul qui est resté après lors des libérations. Et on a aussi commémoré Monsieur Duchel et Chèvrefils qui sont morts lors des travaux forcés. Donc, il y a des Québécois expatriés en Australie qui militent en ce moment pour l'histoire du Québec, pour le patriotisme, pour nos patriotes à nous. Et il y a eu un désir de leur part de créer une section. Ils sont devenus membres. Pour créer une section, ça prend quelque chose, là. Vous savez, là, on crée pas une section facilement. Donc, ils sont devenus membres de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et par la suite, ils ont posé des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on veut vraiment partir une section? Eux, ils veulent réparer l'histoire. En 1970, quelques mois avant la loi sur les mesures de guerre, Trudeau père est en Australie et installe un énorme monument pour commémorer les Canadiens exilés. Les Canadiens exilés. On parle pas de patriotes, on parle pas du tout de leurs revendications, on parle de rien. Il manque un gros bout à l'histoire. Alors, ces valeureux membres de cette section, il y a beaucoup de Québécois expatriés, parce que, bon, les Québécois, quand ils sont ailleurs, ils se ramassent ensemble quand même, et des Australiens, et, je dois dire, et des membres de la grande famille de l'association famille de Monsieur Marceau. Et oui, il y a une grande association de la famille de Joseph Marceau. D'ailleurs, Félicity est la petite, en fait, c'est la vice-présidente de cette section-là, et elle se trouve à être l'arrière-petite-fille de Joseph Marceau. Si vous me posez comme question, est-ce que la famille Marceau parle encore français? La réponse est non. Et j'ai parlé à des personnes qui étaient, dans les plus âgés, parce que c'est une très grande association, et ils se souviennent encore que leurs grands-parents, quand ils étaient petits, leur parlaient français. Donc, la langue, ça part vraiment vite. Une génération, puis ça débarque. Mais, tout ça pour vous dire que Félicity, cette charmante arrière-petite-fille, elle apprend le français, elle a fait son discours en Australie en français, elle a participé à l'inauguration de cette section-là en français. Vraiment, je la trouve charmante et incroyable. Alors, tout ça pour vous dire que le patriotisme et le Québec, c'est important que ça traverse les mers. Je suis heureuse d'apprendre que Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon va aller en Europe pour parler du Québec et parler aussi de l'indépendance. Donc, en Australie, il y aura des journées nationales en fait, la journée nationale des patriotes et la fête nationale seront célébrées. Cet été, il va y avoir Alexandre Béliard qui va voyager là-bas. Donc, je trouve ça très intéressant. Il faut continuer ensemble de se rappeler de ces moments-là. Il faut parler de notre histoire et effacer cette espèce de noirceur autour du 15 février, la pendaison, c'est honteux. Rappelez-vous que Henriette Cadieux, la fille, les deux filles de Henriette Cadieux n'ont jamais pu se marier parce qu'elles étaient considérées un peu comme des filles du pendu. C'était honteux à l'époque. Ça, je sais que on n'apprend pas ça dans les livres d'histoire, mais avoir un patriote dans la famille, un patriote pendu, c'était comme honteux. Il faut se défaire de ça. Ce sont des valeureux patriotes qui ont été exécutés sur la place publique. C'est ça qu'il faut retenir puis qu'il faut transmettre à nos prochaines générations. Alors, moi, je veux tout simplement vous laisser en vous disant que vous êtes beaux. Vous êtes magnifiques parce que vous êtes là, vous militez avec cœur et puis le défi de la prochaine étape, c'est de transmettre votre passion à la génération la plus jeune. Parce que tous les mouvements révolutionnaires, tous les mouvements de changement dans toute l'histoire de l'humanité, toujours partis par la jeunesse. Alors, notre défi à nous tous, c'est de transmettre notre passion, de ne pas juger et de trouver le chemin pour se rendre vers les jeunes. Alors, bonne soirée. Le Rassemblement pour un pays souverain a pris la décision en 2001 d'instituer un nouveau prix appelé Louis Cyr. Ce prix veut rendre un hommage
à un ou une athlète qui s'étant illustré dans sa discipline et pour son engagement envers le Québec et la cause nationale. Pour nous présenter ce nouveau prix Louis Cyr et nous dire tout le bien qu'il en pense du lauréat de cette année, j'invite le premier récipiendaire de ce prix et auteur de livres promouvant l'importance des équipes nationales québécoises, M. Robert Sirois, à s'avancer sur scène. Merci beaucoup. Avec énormément de plaisir que je veux remercier M. Benoît Roy et le RPS pour avoir créé ce prix sportif. Le sport, c'est la culture de tous les pays, que ce soit le soccer un peu partout dans le monde, que ce soit le hockey ici. La religion divise, la politique divise, mais le sport va rassembler tous les Québécois, quelle que soit leur provenance. Alors, la Fondation Équipe Québec veut remercier M. Benoît Roy en lui remettant son chandail d'équipe nationale du Québec. Je le porte tout de suite. Un grand merci à la Fondation Équipe Québec. Un grand merci. Oui, c'est ça. C'est pas... J'aimerais ça avoir cet âge-là. Bravo! On va le porter fièrement. On va le porter fièrement, partout où ce qu'on peut. Dites-le pas trop fort, c'est son année de naissance. Oups. Alors, vous m'excuserez s'il me manque des dents, c'est pas à cause de ma carrière avec les Flyers de Philadelphie, c'est pas à cause de ma carrière avec les Capitals de Washington. J'ai eu un cancer de la bouche qui a attaqué mes gencives, puis par le fait même, j'ai beaucoup de dents qui sont rendues au garage. Mais je suis en rémission, puis je suis en pleine forme. On a présenté beaucoup de gens au début de la soirée. Et puis, comme par hasard, il y a des athlètes qui sont ici présents. Il y en a un qui était là au tout début de la Fondation Équipe Québec. Il a participé à 5 Jeux olympiques. Il fut le premier entraîneur de Bruni-Surin. Nos athlètes québécois en athlétisme lui doivent plusieurs médailles. Il a représenté le Canada 4 fois. Il n'y avait pas le choix, le Québec ne pouvait pas y participer. Mais, vu qu'il y avait déjà, malheureusement, et pour moi c'est heureusement, il avait déjà challengé le Comité olympique canadien, il fut banni pendant plusieurs années d'être entraîneur en olympisme. Et la Malaisie ont fait appel à lui. Il est devenu entraîneur-chef en Malaisie et il a participé encore une fois aux Jeux olympiques. Je vous nomme Daniel Saint-Hilaire. On a aussi un champion du monde en taekwondo. Champion du monde à plusieurs reprises, champion des États-Unis en taekwondo, 7e dan, a été aussi boxeur professionnel, tout un athlète, puis il est plus vieux que moi, puis il est en meilleure forme que moi, Michel Labonté. Et je vais terminer avec 2 autres personnes très importantes qui travaillent pour travaillent, ils sont pas payés là, mais ils travaillent, ils sont toujours présents pour Radio Infocité, la seule radio nationaliste et indépendantiste au Québec, M. Carl Brochu et Jean-Claude
Pomerleau. En 2012, Madame la Première ministre Marois m'a téléphoné pour me demander de rédiger une étude de faisabilité pour la mise sur pied d'équipe nationale du Québec. Document que j'ai rédigé avec mon ami André Matteau, qui n'est pas ici ce soir. Et malheureusement, aux élections suivantes, elle avait le document en main, elle était d'accord, Mme Marois était pour mettre sur pied des équipes nationales, dire aux Mills que Sport Québec doit se séparer de Sport Canada, toutes nos fédérations se séparer des fédérations canadiennes et faire leur demande à l'international. Malheureusement, en 2014, Mme Marois a perdu ses élections. Et mon dossier, le Parti libéral l'a mis aux poubelles. Mais c'est pas grave, le dernier livre que j'ai écrit, c'est ce que j'ai remis à Mme Marois, puis il y en a plus. Suite à ça, mon associé et moi, nous avons créé la Fondation Équipe Québec, dont la mission est de promouvoir et de mettre sur pied des équipes nationales pour nous représenter un peu partout dans le monde. Bon, André Matteau était à 70, 71 ans. Moi, j'étais à 69 ans. Et puis, il y a quelques années, on s'est dit, tout comme Madame de la Société Saint-Jean-Baptiste, il faut remettre ça dans les mains de nos jeunes. Ça prend des plus jeunes pour être en charge de la Fondation Équipe Québec. Et M. Stéphane Hallinger, que je vais vous présenter, qui va venir vous parler, il est le fils d'un immigrant suédois qui est arrivé au Québec en 1967. Et 2 jours plus tard, M. Gunnar Hallinger était déjà indépendantiste, et il l'est toujours. Et il a marié une Acadienne québécoise, Marie Cormier. C'est ça le Québec. La diversité, mais ce sont tous des Québécois. Alors, M. Stéphane Hallinger, président de la Fondation Équipe Québec, tout un travail qu'il a accompli. J'aimerais bien vous dire tout ce qu'il a accompli, mais j'aime autant qu'il vous le dise lui-même parce que il y a des grandes nouvelles. Le Québec va être très présent sur la scène internationale dès 2023. Et félicitations à son épouse Sylvie. Pardon? Julie, excuse-moi. Ah, ça, c'était l'autre avant, hein, ça? Julie, père de 3 enfants. Y en a-tu un 4e, là, qui s'en vient, ou 3? Il est enseignant au Cégep Vieux-Montréal. Je vous présente la nouveauté, le renouveau de Fondation Équipe Québec. Je suis resté dans la Fondation comme son conseiller, mais le gros d'ouvrage, c'est Stéphane qui l'a fait, Stéphane Hallinger. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Bien, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants, des petits, les grands, quand vient le temps de l'esclavage, le temps du long... Il y a une paire de lunettes sur le lutrin, je ne sais pas. Ah, OK, d'accord. Merci, Jean-Claude. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ça me fait vraiment chaud au cœur de recevoir le prix Louis Cyr ce soir. Devant ma famille, devant ma fille, devant mes amis, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était supposé rester peut-être, mais qui est parti,
Et, oui, c'est correct. Il doit être dans le pont-tunnel en ce moment. Là. Il va rester là longtemps. Donc, et puis, vous tous ici présents, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là pour la remise du prix Louis Cyr. Merci à Robert Sirois pour la présentation. Moi puis Robert, ça remonte à il y a 10 ans. On s'est parlé au téléphone une première fois. Et puis, depuis ce temps-là, on travaille en étroite collaboration pour que l'avènement des équipes nationales du Québec se produise dans tous les sports. Merci, Benoît. Malgré nos différences, on a su unir nos forces grâce à notre passion commune qui est que le Québec ait des équipes nationales dans tous les sports. Merci, Robert. Je veux saluer et féliciter, je pensais qu'il allait être présent, Paul Saint-Pierre Plamondon et ses coéquipiers de trio, Pascal Bérubé et Joël Arsenault. On sent vraiment un appui fort et sincère au projet d'avoir des équipes nationales du Québec depuis que Paul est à la tête du PQ, et je veux l'en remercier personnellement. Je tiens à dire aussi que les 3 députés du PQ, vous me donnez espoir que ça aboutisse un jour. Et je pense que ce sentiment est partagé par des millions de Québécois. On est là avec vous à travailler à notre mesure pour que ça aboutisse. Évidemment, je parle de faire aboutir le projet des équipes nationales et aussi de l'indépendance du Québec. Bravo à Frédéric Lacroix pour son prix et son travail acharné pour notre belle langue française. L'anglicisation de notre hockey québécois et de plusieurs autres sports me préoccupe beaucoup. J'ai joué au football pour les Barons de Saint-Bruno et presque tout se passait en anglais, malgré qu'on était 80% de francophones dans l'équipe. Je me souviens qu'à 14-15 ans, on a décidé tout en gang, lors d'une pratique, que c'était assez. On peut changer le cours des événements lorsqu'on le décide. Salutations, même s'il n'est pas là, je veux quand même saluer Denis Trudel, Sébastien Lemay, le responsable des sports au Bloc québécois, Mario Beaulieu et tous les députés du Bloc qui publient et partagent leur appui aux équipes nationales du Québec partout et de façon continue. Je pense que Denis, ton ami Falardeau, serait fier de toi. On a l'appui de Denis Trudel depuis des années et on a toujours été en contact et il a toujours été là pour appuyer l'idée des équipes nationales. Merci à Benoît Roy et toute son équipe d'avoir instauré il y a 3 ans le prix Louis Cyr. J'ai appris que son vrai nom était Cyprien Noé Cyr. Donc, à cause que c'était trop difficile de le prononcer en anglais lorsqu'il faisait des compétitions, on l'a rebaptisé Louis Cyr. Donc, c'était une petite anecdote. Considéré comme l'homme le plus fort au monde, Louis Cyr incarne la force. Donc, je reçois ce prix ce soir comme une reconnaissance de ma force à moi, qui sont la persévérance et le travail sans relâche pour nos équipes nationales. Comme Louis Cyr, je suis très fier de mes racines acadiennes du côté maternel avec la famille Cormier. Je suis aussi très fier de mes origines suédoises, allemandes, irlandaises, écossaises, et ma mère m'a confirmé Abénaquise et Micmac. Donc, si vous voulez mon arbre généalogique, ma mère pourra vous le fournir. Je suis un passionné de sport depuis toujours. Ce prix du RPS renforce et confirme l'importance du sport et des sportifs et de nos équipes nationales pour la fierté d'un peuple. C'est avec un immense plaisir et avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté ce prix lorsque Benoît m'a contacté. J'ai une pensée spéciale, Benoît, pour un ami commun, Gérard Héroux, un Abitibien qui nous a transmis l'amour du Québec. Donc, j'espère qu'il va bien en ce moment. Il était malade un peu, donc j'ai une pensée pour lui.
Donc, je reçois ce prix comme une reconnaissance de mes 25 ans de travail pour la cause des équipes nationales et plus particulièrement pour les 10 dernières années avec la Fondation Équipe Québec. Une de mes plus grandes fiertés est d'avoir aidé des centaines d'athlètes et donné plus de 100 000 $ depuis 7 ans. À coût de 20 $ puis de 100 $, on a ramassé de l'argent grâce à vous. Et cet argent-là, nous, on est tous des bénévoles. Tout cet argent-là, quand vous achetez des chandails, peu importe, ça va directement aux athlètes. Donc, je dis travail, mais c'est plutôt une passion et un désir incessant de voir notre nation sportive s'épanouir sur la scène internationale. Ce prix, je le partage avec cette grande équipe de gens convaincus qui y croient pour certains depuis plus de 50 ans. Je pense aux fondateurs et aux pionniers du projet, que sont Maître Guy Bertrand, Robert Sirois, André Matteau, le quintuple entraîneur olympique Daniel Saint-Hilaire. Merci, Daniel. Je pense aussi à ceux qui sont là aujourd'hui, à l'ancienne joueuse professionnelle de soccer, Pascal Pinard, Carl Brochu, mon frère de combat sur le terrain, Gilbert Gélina, un entraîneur national d'escrime, Jean-Nicolas Néron, Gaëtan Ruet, l'ancien maire d'Amqui, et mon père Gounard, qui est toujours là à nos activités de la Fondation. Il y a aussi les millions de Québécois qui sont favorables à l'idée d'avoir des équipes nationales du Québec. Peu importe nos opinions politiques, nos différences, nos équipes nationales ont le pouvoir de nous rassembler pour célébrer les nôtres le temps d'une partie importante. Comme 35 nations qui ne sont pas des pays encore, le Québec a le droit légitime d'avoir des équipes nationales en ce moment même. Une d'elles est la nation iroquoise. Celle-ci est très fière d'avoir ses propres équipes nationales de crosse reconnues à l'international et je salue l'adoption à l'unanimité par notre Assemblée nationale du Québec d'une motion d'appui aux Iroquois dans leur demande de participer aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Même la CAQ et les libéraux ont appuyé cette motion. Comment maintenant expliquer le refus de la CAQ et des mêmes libéraux d'appuyer une motion semblable il y a quelques années pour nos équipes nationales du Québec? C'est insensé. Oui. Cette année, Robert disait qu'on avait quand même des belles annonces à faire. Nous avons plus de 200 athlètes et entraîneurs qui iront nous représenter lors de compétitions internationales en Autriche, en Espagne, en République tchèque et aux États-Unis avec nos couleurs nationales. Ça coûte en moyenne 2 500 $ par athlète pour un total d'1 demi-million de dollars. Combien va octroyer notre premier ministre nationaliste François Legault? Rien pour l'instant. Combien, depuis 4 ans et demi qu'il est premier ministre, nous a-t-il donné? Encore rien. S'il persiste à ne rien donner et à ne rien faire pour nos équipes nationales, l'histoire se souviendra de lui comme un grand parleur, petit faiseur. À lui de nous prouver le contraire. Pourtant, avant d'être premier ministre, il a financé la création d'équipes nationales à 3 reprises et m'a personnellement confirmé son appui aux équipes nationales dans son bureau à l'Assomption. Pourtant, ce projet est appuyé par 74 % des Québécois selon le sondage léger de 2020. Qu'on le veuille ou non, le sport est politique et il est temps qu'on passe à l'action. En terminant, le prix Louis Cyr que je reçois ce soir avec honneur, je le prends comme un message que vous appréciez mon travail et celui de mon équipe
et vous nous dites de poursuivre. Ce prix me motive à continuer de pousser, tirer et soulever toujours un peu plus haut, un peu plus loin, en m'inspirant de notre héros national, Louis Cyr. Merci beaucoup. Un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le Merci beaucoup. Alors, les gens se demandent, mais qui est ce type-là, le technicien qui est dans l'ombre, qui est assis en avant? C'est M. Jean-Jacques Bourdeau, et il me demande de vous faire part d'une annonce d'un spectacle qui aura lieu le 22 avril à 20h à la Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles, donc 22 avril 20h, 222, avec Béatrice et Marie-Josée en maudit. M-O-T-D-I-T-S. Donc, on parle de Béatrice Picard, 93 ans, et Marie-Josée Longchamp, qui n'a pas d'âge, et Jean-Jacques Bourdeau. Alors, elle revisite 100 ans de la littérature de poésie et de chansons québécoises. C'est véritablement une ode à la langue française. 22 avril, 20h, Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles. Merci, Jean-Jacques. Plaisir. Alors, nous continuons maintenant. Mesdames, merci, Messieurs Sirois et Allinger. Monsieur Allinger, Monsieur Sirois est quelque part. Chevalier de Lormier était un ardent patriote, convaincu que seule la liberté pouvait permettre l'épanouissement du peuple québécois. Il a participé à la bataille de Saint-Eustache, ainsi qu'à celle de 1838 de Sainte-Martine. Il a été fait prisonnier par l'armée britannique. Il a comparu avec d'autres patriotes devant le Conseil de guerre. On lui refusa le procès qu'il réclamait, c'est-à-dire devant un tribunal civil. Le 21 janvier, lui et ses compagnons sont trouvés coupables de haute trahison et condamnés à être pendus. Le 15 février, il monte sur l'échafaud avec Charles Idenlag, Amable Daunet, François Nicolas et Pierre-Rémy Narbonne. Le Rassemblement pour un pays souverain a institué ce prix en 2007 afin d'honorer un militant, une militante, pour sa grande contribution à l'avancement de la cause patriotique et souverainiste. Et pour nous dire tout le bien qu'il pense du lauréat, j'invite maintenant le directeur de la Revue de l'Action nationale et récipiendaire lui-même de ce prix en 2017, M. Robert Laplante, à prendre la parole. Bien, un nouveau jour va se lever son soleil. C'est la plante. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je suis heureux d'être là et doublement heureux de vous présenter, même si c'est trop brièvement, tout le bien que je pense de l'homme qui est Frédéric Lacroix et de sa contribution. Je l'ai connu en 2004 à l'occasion de l'apparition d'un numéro de la revue L'Action nationale. Lui et son ami et collègue Patrick Sabourin avaient publié un article « Financement des universités, le non-dit ». C'était levé un tabou, celui a d'ailleurs valu une mention d'honneur au prix Laurando que décerne chaque année la revue à ses meilleurs collaborateurs. Et il y avait dans ce défi de nommer quelque chose que personne ne voulait voir, il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le geste, parce que ce n'était pas l'affaire d'un spécialiste. Frédéric n'est pas formé dans les sciences sociales, il est formé aux sciences dures, du génie, de la physique, mais c'est en tant que citoyen et militant engagé qu'il s'est intéressé à ce qui était et ce qui est toujours une injustice systémique, pour abuser de l'épithète qu'on galvaude à qui mieux par les temps qui courent. D'une affaire à l'autre, d'une année à l'autre, tout en poursuivant ses travaux dans les sciences dures,
Il a élargi son champ d'enquête, ses préoccupations et donné encore plus de force et de profondeur à son engagement militant. Et c'est un jeudi soir, dans un café de la rue Saint-Hubert, que j'ai eu le plaisir de constater jusqu'à quel point son travail gagnait en intensité et en profondeur, alors que Frédéric me présentait une première esquisse du travail auquel il s'était attelé et qui était véritablement un travail non seulement de pionnier, mais un travail de levée d'une censure et d'abolition d'un déni collectif. C'était pas rien autour d'un café de la rue Saint-Hubert en ce mois de février. Et ce travail, il l'a conduit avec une rigueur exemplaire, une force de conviction qui n'a pas été sans déranger à gauche et à droite, particulièrement dans le champ des sciences sociales où beaucoup de monde ne jure que par Statistique Canada. Et Frédéric nous a donné pourquoi la loi 101 est un échec. C'est une analyse lucide, menée au scalpel, avec une précision d'horloger, et malheureusement, évidemment aussi, avec la charge froide d'un rapport d'autopsie. C'est un travail remarquable qui lui a valu le prix du livre politique de l'Assemblée nationale, et c'est un travail qui n'a pas constitué pour lui un reposoir ou un point d'aboutissement, puisqu'on l'a retrouvé immédiatement sur toutes les tribunes pour défendre la cause de l'extension de la loi 96 ou 101, appelez-la comme vous voudrez, au cégep. Pourquoi? Parce que c'est une injustice flagrante, parce que ça relève d'un système d'apartheid, de développement à deux vitesses devant lequel le gouvernement de la CAQ a démissionné, 2 fois plutôt qu'une, démissionné en refusant de faire le débat et démissionné en excluant tous les gestes structurants qu'on pouvait trouver dans le projet de loi 96. Frédéric Lacroix a tracé une ligne rouge dans le débat public. Il a indiqué clairement que le temps de l'apartheid doit finir et que nous devrons y mettre fin, peu importe les facéties du gouvernement de la CAQ. Il y aura francisation au cégep. Tôt ou tard, il n'en dépendra qu'à nous, et c'est grâce à lui et grâce à sa force de conviction et à la rigueur de son travail que nous serons mieux outillés pour venir à bout. C'est un homme de conviction, donc, qui mérite largement l'honneur que lui fait le RPS ce soir. Merci beaucoup. Félicitations, Frédéric. J'ai refait le plus beau voyage de Monsieur Frédéric Lacroix. ça aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, les 33 ans et la vie. Donc, merci. Je suis très touché de recevoir ce prix. Moi, il faut comprendre que je m'intéresse à ce dossier depuis longtemps, dans l'obscurité à peu près la plus absolue. J'écris là-dessus dans mon sous-sol depuis des années, dans des revues obscures, en espérant être lu. Donc, pour moi, c'est un peu une surprise que, d'abord, j'avais jamais prévu écrire un livre dans ma vie. C'était quelque chose qui n'était pas dans ma feuille de route. J'ai écrit un livre qui a eu un certain retentissement. Ça m'a beaucoup surpris. Donc, je suis étonné et honoré d'être ici ce soir. Puis je me disais, je vais vous faire un petit topo de la situation comme je la vois aujourd'hui, puis un peu
qui dévoile un peu aussi le sens de mon engagement. Donc, la langue, hier, aujourd'hui et demain. Donc, je vous ramène un peu dans le passé. Hier, en 2015, le ministre responsable de la francophonie dans le gouvernement Couillard, l'ineffable Jean-Marc Fournier, vous vous rappelez de lui, écrivait « Le français n'est plus sur la défensive, il progresse, il est fier, il s'affirme, on ne le chuchote plus, on le célèbre. » Ça, c'était dans une lettre. En 2017, ce même Jean-Marc Fournier avait transmis une lettre à la ministre Mélanie Joly. Dans cette lettre, le ministre s'inquiétait de l'assimilation de la minorité anglophone du Québec. Oui, de la minorité anglophone. C'était là la position officielle du gouvernement du Québec, 2017, ça fait 6 ans seulement. Puis cette position n'avait pas été accueillie par un éclat de rire général. Mais à vrai dire, toute la période post-référendaire, après 1994, a été marquée par un profond déni sur la question de la langue. Il s'agissait de faire semblant, à tout prix, que nous avions atteint l'équilibre et que nous avions la paix linguistique. Mais c'était une illusion. Ce qui est intéressant, c'est que dès 1994, nous savions, entre autres à cause des travaux de Charles Castonguay, dont je me suis beaucoup inspiré, nous savions que la Charte de langue française n'atteignait pas ses buts et ne les atteindrait pas. Ça fait plus de 25 ans. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le déni est une posture si confortable. Donc aujourd'hui, on relit la lettre de M. Fournier, puis on se dit « Ah, comme les temps changent ». Car les 2-3 dernières années ont été marquées par une prise de conscience aiguë, inédite du recul du français au Québec. Les données du recensement 2021 publiées l'été passé sont venues briser les dernières illusions de ceux qui pensaient que ça va pas si mal que ça. Au Québec, le poids démographique des francophones est en train de s'écraser, tandis que celui des anglophones progresse. Nous sommes dans une situation tout à fait inédite à l'échelle historique. Il n'y a pas de parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Jamais le poids démographique des francophones au Québec n'était passé sous la barre des 80 %. Au recensement de 2021, pour la langue parlée à la maison, ce poids était de 79,1. Il sera de 77, 76, 75 en 2026. Il n'y aura pas de redressement, à moins qu'il y ait des actions structurantes qui soient prises. Ça, c'est bien important, là. La situation ne va pas changer, à moins qu'il y ait des gestes forts qui soient posés. Puis, on sait que la moitié des substitutions linguistiques allophones s'en vont vers l'anglais, à peu près la moitié. Seulement, pour avoir une situation stable, il faudrait que 90 % de ces substitutions-là aillent vers le français. Donc, le verre n'est pas à moitié plein, là. On est très, très loin du compte. Puis aussi, ce qu'on a vu avec force au recensement 2021, c'est que ces données-là ont démontré que l'assimilation des francophones est en train de décoller au Québec. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, on sait, d'après le sondage, qu'une majorité écrasante de Québécois s'inquiètent maintenant pour l'avenir du français au Québec. Ça aussi, c'est assez nouveau. Il y a toujours eu une inquiétude, mais là, cette inquiétude-là est en train de monter. Donc, derrière l'idéologie, derrière les assurances que, il y a moyen de moyenner, la réalité est en train de percer, je pense, dans la conscience collective. Puis, dans les 2 dernières années, ça, il faut mentionner ça, un mouvement de professeurs de cégep, qui est un mouvement vraiment parti de la base, a fait voter des résolutions en faveur de l'application de la loi 101 au cégep à 41 syndicats locaux de professeurs. Là, j'espère que c'est le bon chiffre. Ces votes ont mené à un changement de cap radical de la part des centrales syndicales qui représentent les profs de cégep, de la part donc pas les grandes centrales encore, mais les syndicats de profs. Ça, il faut le souligner, c'est un mouvement historique et sans précédent. C'est vraiment historique comme mouvement. Un mouvement parti de la base qui fait changer de cap des centrales qui ne voulaient rien savoir de ce dossier. Donc, moi, je pense que les Québécois, après une génération d'apathie post-référendaire, ont commencé à comprendre que
Tu sais, leur disparition comme peuple leur pend maintenant au bout du nez. Là, il faut bouger. Il faut arrêter de se complaire dans l'immobilisme. Donc, il faut se remettre en mouvement. Ça, c'est vraiment le sens de mon message, là. Il faut faire quelque chose. Puis, ce qu'on voit au Canada, c'est que les minorités francophones ont été écrasées partout. Les francophones sont en voie de disparition partout au Canada. Puis, nous ne sommes pas différents des autres. Donc, nous ne sommes pas différents de ces minorités-là. Nous ne sommes pas protégés par un statut fictif de majorité. Ça a été l'illusion qu'on a colportée pendant longtemps. Nous sommes une majorité, donc rien ne peut nous atteindre. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule majorité au Canada, et elle est anglophone. Donc, demain, je pense qu'il faut continuer à travailler pour mobiliser, sensibiliser les gens à la question linguistique. Car la langue, c'est le vecteur principal de la culture. Là, je vois que le sport me fait concurrence, là. J'étais un peu mécontent de ça, mais en tout cas, moi, je maintiens que la langue, c'est important. Puis la langue, c'est vraiment, pour moi, le fil d'Ariane qui va nous permettre de retrouver le chemin vers nous-mêmes. Puis, il faut suivre ce fil-là à l'aide de données. Ça, c'est vraiment mon biais. Moi, j'aime les données, les faits chiffrés. C'est vraiment le sens de mon travail, c'est de m'appuyer sur le numérique, là, c'est-à-dire les chiffres. Donc, si je donne deux exemples, là, le gouvernement de la CAQ vient de passer un projet de loi sur la langue. Là, on l'a déjà oublié, le projet de loi 96, on dirait que ça n'existe plus. Un projet de loi costaud, entre guillemets, où toutes les mesures structurantes ont été éliminées. Là, on a éliminé tout ce qui pouvait être structurant. Structurant, ça veut dire ce qui pouvait avoir des impacts qui se multiplient dans le temps. Puis là, on le voit avec la comédie qui s'est jouée sur les municipalités bilingues. Là, récemment, dans l'actualité, on a vu ça. Il y a la clause de la loi 96 qui rentre en vigueur. Puis là, les municipalités ont choisi de garder leur statut bilingue en votant des simples résolutions. Donc, on voit ce qu'il y en est pour la costaude loi 96. C'est une mauvaise blague à nos dépens. Autre exemple, l'UQAM. J'ai commencé à m'intéresser de près au dossier des universités. Je me suis dit, bon, les cégeps, on a fait le tour de la question. Pour moi, la loi 101 cégep, c'est quelque chose qui va se faire. Le train est parti de la gare, là. Pour moi, c'est juste une question de temps. Le plus tôt le gouvernement du Québec va le faire, le moins il va avoir l'air fou. Donc, je me suis penché sur le dossier des universités. Puis là, ce qu'on constate, c'est que l'UQAM, qui est une université de langue française, est en train d'étouffer. Si on regarde plein de paramètres, je vais publier là-dessus bientôt, tandis que Concordia, une université anglaise, prend son envol. Donc, l'UQAM s'est fait déclasser par Concordia. Concordia est une université beaucoup plus importante que l'UQAM maintenant à Montréal. Donc, ce qu'on voit à l'étage du cégep et à l'étage des universités universitaires, c'est que le maintien de l'idéologie du libre choix de la langue d'enseignement pour tout le postsecondaire, là, c'est une politique suicidaire. Donc, moi, je pense que le cégep, pour le faire au cégep, il va falloir se pencher sur l'université aussi, parce qu'il se passe la même chose à l'université qui se passe au cégep. Puis, il faut surveiller où va l'argent. Moi, je pense que c'est très, très important. Où va l'argent du gouvernement fédéral? Où va l'argent du gouvernement du Québec? Il faut analyser les conséquences des choix budgétaires qui sont faits. Puis vous remarquerez que dans les médias, souvent, l'analyse par langue n'est pas faite, n'est pas présentée. Donc, il faut faire cette analyse. Donc, puis quand on fait cette analyse, on se rend compte que les fonds publics québécois, notre argent sert à nous minoriser chez nous. En éducation postsecondaire, c'est le cas. Notre argent sert à nous minoriser. Ça, c'est le gouvernement du Québec qui contrôle ça. Donc, j'aimerais qu'on m'explique le sens de ces investissements. Donc, il faut dire « follow the money ». Hein? C'est ça la question qu'il faut poser. Il faut suivre l'argent. Puis, en suivant la piste de l'argent, on va peut-être arriver, comme dans les contes des frères Grimm, à suivre le fil puis à se libérer du labyrinthe de notre minorisation qui a été mise en place par Ottawa et qui est acceptée par Québec. Merci.
M. Frédéric Lacroix et M. Robert Laplante. Alors, selon le programme de la soirée, à 19h55, maintenant présenté pour clôturer cette assemblée patriotique. Bon, 19h55, on parle de 20h52. Le temps passe vite en bonne compagnie, comme on dit. Alors, pour clôturer cette assemblée patriotique, le Rassemblement pour un pays souverain a invité une personnalité qui se consacre entièrement à la défense des intérêts du Québec, de la cause de l'indépendance du Québec et de la langue française. Il est né à Sherbrooke. Il a milité de nombreuses années en tant que président au sein d'organismes tels que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et de Montréal-Québec français. Il est le député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île depuis 2015 et ancien chef du Bloc québécois. Il est le récipiendaire du prix Louis-Joseph Papineau 2016 du RPS. Mesdames, Messieurs, recevons chaleureusement Monsieur Mario Beaulieu. Il y a beaucoup de gens ici qui faisaient partie des mouvements Québec français que, bon, on a réactivé en 2010. Bon, ça fait plusieurs années. Puis, moi, un des gros débats auxquels j'ai participé, c'était le congrès de 1996 au Parti québécois, parce que l'application de la loi 101 au Cégep faisait partie du programme du Parti québécois à ce moment-là. Et bon, on n'a jamais réalisé cet enjeu-là, notamment parce que celui qui était premier ministre était l'ancien secrétaire d'État du gouvernement fédéral qui avait renouvelé la loi sur les langues officielles. Mais j'en dirai pas plus parce que mon propos vise, ce dont je veux parler, c'est ce que je considère qui est le plus grand déni collectif des Québécois dans ce qui concerne le débat linguistique, c'est la politique linguistique fédérale, qui vise complètement une seule chose, c'est angliciser le Québec. C'est quelque chose qui se démontre dans les lois. La loi sur les langues officielles pour le Québec, elle ne vise qu'à soutenir la communauté anglophone, parce qu'on a défini les minorités en fonction des provinces. Ce qui est un peu une aberration, parce que les anglophones du Québec, quand on dit qu'ils ne font pas partie de la majorité, Frédéric a dit, bon, le concept des deux majorités, ou peu importe, c'est que, politiquement, les anglophones sont la majorité canadienne. Et ceux du Québec aussi. Alors, même l'ONU considère que les anglophones au Québec ne peuvent pas revendiquer les droits d'une minorité, parce qu'ils font partie de la majorité canadienne. Et quand il y a eu au départ la loi sur les langues officielles, c'était en 69, avec Pierre Elliott Trudeau, mais au départ, ça avait été demandé, la commission Laurando-Danton, la commission d'enquête sur le biculturalisme et le bilinguisme, c'était André Laurando qui, lui, voulait des droits collectifs pour le Québec, qui parlait souvent des solutions du modèle territorial, comme en Belgique, en Suisse, parce qu'à peu près partout au monde, des systèmes basés sur un bilinguisme indifférencié, comme le système fédéral, ça aboutit. Guillaume Rousseau, qui est venu témoigner au Comité des langues officielles, a dit qu'ils ont fait la revue de littérature, tout ça, puis c'est à peu près l'unanimité que c'est un modèle qui aboutit toujours à l'assimilation des langues minoritaires. Puis le seul modèle qui permet d'assurer l'avenir d'une langue ou de plusieurs langues, c'est le modèle fondé plus sur des droits collectifs et territoriaux, comme en Belgique, tout ça, où il y a une langue commune sur un territoire. Ça n'empêche pas les gens d'apprendre plusieurs langues secondes, mais ça assure que cette langue-là, que ce soit le néerlandais en Flandre ou le français en Wallonie, tout ça, c'est des langues parfois qui sont très peu parlées, mais qui ne sont pas menacées, parce qu'ils ont un système linguistique normal. Et ce qui est spécial, c'est que le seul État
encore majoritairement francophones en Amérique, au Canada. Et bon, le gouvernement canadien, ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'appuyer l'anglais sur ce territoire-là, où se retrouvent 90%, aujourd'hui à peu près 90% des francophones au Canada. Alors, on éparpille un peu de subventions, d'aide pour les communautés francophones et acadiennes, mais on dit les anglophones au Québec, c'est une minorité, comme les Acadiens, comme le gouvernement fédéral intervient financièrement avec tous les pouvoirs législatifs pour ramener le bilinguisme institutionnel. Et bon, donc pour moi, c'est un peu un scandale, mais on en parle très peu. Parce que je pense c'est comme une confrontation directe, finalement, avec la majorité, avec le Canada anglais. Parce qu'au Parlement, je le vois, là, on a parlé un peu dernièrement, là, que demain, je vais retourner à Ottawa ce soir, mais demain, on va peut-être revoir nos collègues, M. Housefather ou Mme Lambropoulos, ou ce qu'on appelle un peu vous savez, il y a un genre de comédie musicale au Parlement fédéral, au Comité des langues officielles, tenu par ces députés-là, pour qui le peu, parce que C-32, C-13, le nouveau projet de loi, là, ça ne fait qu'amoindrir très légèrement tous les efforts d'anglicisation du gouvernement fédéral. Parce que ça ne changera rien. Il va continuer à avoir. C'est quand même environ 68-70 millions par année qui va juste pour renforcer le système d'éducation anglophone. On l'a vu un peu, Frédéric Lacroix, tout ça, les études, il y a eu Michel Moisan, en tout cas, ça fait assez longtemps qu'on voit ça, mais c'est 37% environ, en tout cas les dernières années, en 2017, je pense, dans le livre de Frédéric Lacroix, 37% du financement fédéral aux universités pour le Québec va pour des universités anglophones. Mais toutes les subventions faites en vertu de la loi sur les langues officielles, ça veut dire, bon, oui, il appelle ça le programme de développement des communautés de langue officielle, parce que jamais ils vont écrire ou dire anglophone au Québec. C'est la minorité de langue officielle. Que, finalement, tout l'argent va pour les anglophones, pour soutenir le système d'éducation, le système de santé anglophone, qui est vraiment surdimensionné. Même, on a vu, des reportages dans le Journal de Montréal récemment, là, sur les gens ici. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps à l'hôpital Maisonneuve, qui est pourtant pas supposé être un hôpital bilingue. Et dans le fond, les hôpitaux qui ont le statut bilingue, ils ont le statut anglophone, ils peuvent fonctionner complètement en anglais. C'est pas donner des services dans les deux langues, ça, tous les hôpitaux du Québec le font. Puis, le gouvernement fédéral dépense énormément d'argent chaque année à soutenir des groupes qui sont là pour s'assurer que tous les Québécois d'expression anglaise, pas les anglophones, reçoivent des services de santé. Mais ça, c'est un peu délicat. Mais Mme Lambropoulos, elle a fait un peu une glissade, mais on entend ça beaucoup, le QCGN, qui est comme le nouveau Alliance Québec depuis 2005, qui est financé par le gouvernement fédéral en vertu de la loi sur les langues officielles, comme une 50aine de groupes de pression à travers toutes les régions du Québec. Quand on parlait des municipalités, des statuts bilingues, des villes, il y a des organismes anglophones, des groupes de pression anglophones dans toutes ces villes-là, ou presque, qui sont financés pour faire pression, mobiliser les anglophones, mobiliser les jeunes pour avoir toujours plus de services en anglais. Pas pour les anglophones, pour les nouveaux arrivants d'expression anglaise. Parce que, dans le fond, le gouvernement fédéral le dit carrément, mais dans la langue de bois, mais il vise l'anglicisation du tiers des immigrants, au moins, au Québec. Parce qu'il utilise la première langue officielle parlée,
Ça, c'est comme un critère très, très, très large. Aussitôt que quelqu'un connaît le moindrement l'anglais, ou même ne le connaît pas, mais a déjà été de langue maternelle anglaise, en tout cas, pour définir les anglophones. Et ça, c'est ce qui sert à envoyer les subventions, mais c'est aussi ce qui est revendiqué, pas seulement par ces groupes-là, dans le fond, ils sont soutenus, c'est même écrit en toutes lettres dans la loi sur les langues officielles, qui est en débat présentement, que tous les ministères, toutes les institutions fédérales sont tenus de soutenir la communauté anglophone au Québec. Il y a des problèmes pour augmenter le développement économique. En tout cas, c'est vraiment une aberration. Mais moi, je pense qu'il faut commencer par en être vraiment conscient, le dénoncer. C'est sûr que la seule solution, c'est l'indépendance du Québec. Mais je trouve que c'est la meilleure démonstration que pour notre langue, la culture, c'est le cœur d'un peuple. C'est ce qui rassemble, bien sûr, avec le sport, mais ce qui rassemble normalement les gens issus de toutes les origines, de toutes les langues. Ça prend une langue commune, tout ça. Il n'y a rien d'extrémiste à vouloir un système qui fait ça. Mais le gouvernement fédéral lui-même considère que c'est un repli sur soi, etc. Puis il finance un programme de contestation judiciaire aussi, qui a servi à démanteler la loi 101. Pourquoi? Pour ramener le plus de services en anglais possible pour toutes les personnes d'expression anglaise, ce qui revient, dans le fond, à toutes les personnes qui le demandent. Fait ils ont travaillé très fort à ramener le bilinguisme qu'on vivait dans les années 60. Si on ne se réveille pas, si on ne le dénonce pas, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'études les dernières années, puis c'est beaucoup plus médiatisé que ça n'a jamais été. Mais à un moment donné, plus on recule, plus c'est difficile de renforcer. Mais ce serait, je veux surtout pas décourager les gens, parce que, dans le fond, c'est notre argent qu'on envoie à Ottawa qui nous revient seulement pour défendre l'anglais au Québec. Puis vraiment une portion disproportionnée pour les institutions anglophones qui sont, dans le fond, tellement surdimensionnées qui servent à angliciser les nouveaux arrivants et de plus en plus, effectivement, les francophones à Montréal. Je pense, de où je viens, moi j'ai parlé beaucoup de la gang du West Island, là, puis, qui sont en train de faire, c'est ça, c'est une véritable West Island story. En tout cas, c'était la grosse farce, mais ça se changerait très facilement. La loi 101 au cégep, effectivement, des mesures structurantes. On n'applique même pas la loi 100, mais ça, je veux pas trop déborder dans le secteur québécois. Et dans le fond, j'avais 3 minutes, mais c'est un peu comme le reste de la soirée. Non, merci beaucoup, mais je veux juste terminer rapidement en disant, faut surtout pas se décourager. C'est que si on veut changer un problème, il faut commencer par en être conscient. Fait qu'il faut arrêter de jouer à l'autruche avec la politique linguistique fédérale. Puis je pense qu'il faut revendiquer, c'est notre droit à l'autodétermination. C'est un droit fondamental. Alors, vive la liberté, vive l'indépendance. Merci. Merci beaucoup à Mario Beaulieu. Alors, je remercie tout le monde. C'est, ce discours qui met fin à cette soirée historique. Et nous espérons que cette activité vous aura plu. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été là et nous vous invitons au souper gala des Patriotes du 22 mai prochain qui aura lieu ici même. Pourquoi ici? Parce que le rapport qualité-prix est excellent et pour ceux qui cherchent des places de stationnement pour la prochaine fois, il paraîtrait que dans l'école à côté, c'est tout à fait possible. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et j'inviterai toutes les personnes qui sont montées sur scène à venir me rejoindre pour la photo de groupe. Et j'ai nommé Marianne Alpin, Louis Cyr n'étant pas là, Robert Sirois, Stéphane Allinger, Robert Laplante, Frédéric Lacroix, Mario Beaulieu, Sandrina Michon, Denis Royal, Benoît Roy, Jean-Jacques Bourdeau, oui, Jean-Jacques, et
Ah oui, quelqu'un que j'ai oublié tout à l'heure dans la nomenclature de la Société Saint-Jean-Baptiste, l'assistante incroyable de Marianne Alpin, de venir nous rejoindre, tant qu'à faire. Et puis là, je vais dégager le micro. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Soyez prudents. C'est pour des photos personnelles, c'est après.